Cette première édition du journal de ce vendredi 26 septembre 2025 sur la télévision nationale. Madame, Messieurs, bonjour. La France organise le mois prochain une conférence internationale sur la crise humanitaire dans la région des Grands Lacs, notamment en République démocratique du Congo. Le président français Emmanuel Macron l'a révélé. Il a fait savoir au président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, au cours d'une rencontre en tête-à-tête à New York. Le reportage est signé Jusqu'à Koussema. C'est à la demande expresse du président de la République française Emmanuel Macron que cette rencontre en tête-à-tête a eu lieu ce mercredi à New York au siège des Nations Unies. Les deux chefs d'État ont échangé, ceux-là seuls, sur le processus de paix en République démocratique du Congo et particulièrement sur la situation humanitaire préoccupante dans les provinces de l'Est. Le président Emmanuel Macron a fait part à son homologue congolais, Félix Tshisekedi, de son initiative d'organiser à Paris au mois d'octobre prochain d'une grande conférence internationale sur la situation humanitaire dans la région des Grands Lacs. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a salué cette initiative et exprimé sa reconnaissance au président français pour son plaidoyer devant la tribune de l'Assemblée générale pour le respect de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi et Emmanuel Macron ont aussi fait le point sur les processus de paix et saluer les étapes déjà franchies dans la quête d'une paix durable. Au bout d'une heure d'échange, les deux chefs d'État sont sortis très détendus. Bagdad, c'est Paris. Toujours à New York, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, multiplie des rencontres avec des rencontres de travail, bien entendu, avec différents acteurs influents pour relayer son plaidoyer sur la cause congolaise. Dans ce reportage que vous allez suivre, Jusqu'à Koussema nous fait le résumé des échanges avec la presse américaine et les membres du Congrès américain. Suivez. En marge de sa participation à la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a mobilisé différents acteurs autour de la cause congolaise. Le lundi dernier, les chefs de l'État ont participé tour à tour à 2 déjeuners de travail. Le premier événement parallèle l'a mis en face de médias américains et internationaux les plus influents. À bâton rompu, le chef de l'État a répondu à toutes les questions sur la politique intérieure de son pays. Le processus de paix de Doha avec ses soubresauts, l'accord de paix signé le 27 juin dernier avec le Rwanda ainsi que la dégradation de la situation sur le terrain ont particulièrement intéressé les médias internationaux. À ces sujets, le président Tshisekedi a chargé le Rwanda et ses affidés de l'AFC M23 qui torpillent le processus avec des massacres en série. La situation récente, évidemment, elle n'est pas reluisante, je dois vous avouer. Malgré la signature de l'accord de Washington entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, les choses n'évoluent pas vraiment sur le terrain, mais parce qu'il faut que vous compreniez pourquoi. En fait, le Rwanda, qui a reçu une pression grâce à cet accord de Washington dans lequel il s'est engagé, a continué, à travers ses supplétifs du M23, à faire ce pourquoi d'ailleurs il a été sanctionné. Aujourd'hui, le Rwanda fait semblant d'avoir retiré ses troupes, mais en réalité, les troupes rwandaises continuent d'être présentes sur le sol congolais et d'appuyer les supplétifs du M23. Alors, pour essayer de se démarquer davantage, vous avez vu, il y a eu un certain cinéma qui s'est fait récemment. Ils ont présenté quelques milliers d'individus en disant qu'ils ont été formés, réendoctrinés, alors que lorsqu'on a fait un zoom justement de ces troupes, on a vu qu'il y avait beaucoup de femmes qui n'avaient même pas la forme de femmes militaires. Le chef de l'État a fait part de sa confiance en ces processus pilotés par l'administration américaine. Le président de la République a clarifié sa position sur son plaidoyer pour la reconnaissance du génocide congolais. Il est temps que la communauté internationale reconnaisse ces génocides planifiés, corroborés par plusieurs rapports d'experts, y compris ceux des Nations Unies, a dit le président Tshisekedi. Interrogé sur la dernière actualité à la Chambre basse du Parlement, le chef de l'État a été clair. Il s'agit d'une cuisine interne à la Chambre
Basse, a-t-il répondu, tout en précisant qu'il continue à considérer Caméré comme un partenaire politique, sauf si l'intéressé en décide autrement. Fin de citation. Au cours de la soirée du même lundi 22 septembre, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé pendant plus de 2 heures avec une délégation de membres du Congrès américain autour d'un déjeuner de travail. Ces congressmen ont abordé plusieurs questions d'intérêt commun entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique, particulièrement le deal entre la RDC et les USA. Décontracté et dans une ambiance très conviviale, ces parlementaires ont obtenu des informations de première main de la part du chef de l'État. Plutôt qu'un deal, j'aimerais parler du partenariat stratégique entre la RDC et les USA, a d'emblée fixé le chef de l'État. Le président Tshisekedi a développé tous les contours de ces partenariats et salué l'implication de l'administration américaine sous l'impulsion du président Trump. Je crois en l'aboutissement heureux de ces processus malgré le soubresaut, a dit le chef de l'État, tout en appelant au respect de la résolution 2773 des Nations Unies. Ce déjeuner de travail a été une occasion de plus pour le chef de l'État congolais de faire passer son message de sensibilisation autour du génocide oublié en République démocratique du Congo. De retour au pays, pas de chaises vides à la chambre basse du Parlement. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Claude Tshilombo, préside désormais à la destinée de l'Assemblée nationale en qualité du président ad intérim. Il a reçu le bâton des commandements ce jeudi 25 septembre 2025 à l'issue d'une cérémonie de remise reprise avec le président honoraire Vital Kamerhe. Cette cérémonie solennelle marque le départ définitif de Vital Kamerhe de la tête du bureau de la Chambre basse du Parlement. Conformément au règlement intérieur, la fonction sera désormais assumée par le premier vice-président Isaac Jean-Claude Tshilombo en attendant l'élection d'un nouveau président par la plénière. Dans son mot des circonstances, l'honorable Vital Kamerhe a souhaité bonne chance à ses collègues députés ainsi qu'au premier vice-président Jean-Claude Tshilombo, appelé à diriger l'Assemblée nationale durant cette période intérimaire jusqu'à la plénière d'installation de son successeur. Les affaires de l'État continuent, les hommes passent, les institutions restent. Je vous souhaite bonne chance pour la période que vous aurez à gérer cette grande institution, la deuxième de la République. Je suis parti avec beaucoup de souvenirs heureux ici. C'est pas la première fois que je parte. Je souhaite bonne chance aux autres. Merci pour l'amour et la collaboration dont vous m'avez témoigné. La République passe avant tout. Je vous encourage à continuer à défendre derrière le président de la République, les valeurs de la République, les intérêts de notre peuple qui nous a mandatés ici. De son côté, le premier vice-président, désormais président intérimaire de l'Assemblée nationale, a reconnu qu'il garde de très bons souvenirs de sa collaboration avec Vital Kamerhe, qu'il qualifie d'exemplaire et marqué d'une grande expérience parlementaire. Vous pouvez être rassuré que nous verrons toujours que l'image que vous avez laissée derrière vous, par la gestion de cette grande institution soit préservée. Derrière la vision du chef de l'État que nous avons ensemble pérennisé, je retiens aussi les mots forts que vous avez prononcés à cette occasion pour le travail à battre pour l'intérêt de la République et la sauvegarde de valeurs de ce qui nous est commun, c'est ce pays. Cette cérémonie s'est faite en présence du secrétaire général de l'Assemblée nationale, de la questeur Chimène Poli, les cadres de l'administration et de quelques membres du cabinet de la Chambre basse du Parlement. Et puis les réseaux de jeunes parlementaires s'emploient à une transition pacifique pour l'élection du nouveau président de l'Assemblée nationale. Les députés nationaux Ron Bimwala s'activent à mettre en place des réformes institutionnelles avant sa rencontre avec le président intérimaire de la Chambre basse du Parlement. Suivez. Les réseaux des jeunes parlementaires avec 100 députés nationaux est déterminé à jouer un rôle constructif dans la vie politique du pays et accompagner le président de la République, Félix-Antoine Tshilombo, en soutenant ses initiatives dans le cadre de la diplomatie parlementaire. Notre réseau tient à réaffirmer son soutien à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous saluons sa hauteur de vue et son engagement constant en faveur d'une démocratie vivante qui permet à la pratique parlementaire de s'exercer librement et dans le respect des institutions. Ce réseau s'emploie à assurer une transition harmonieuse après la démission de l'ancien président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe. Nous prenons acte
des démissions volontaires de l'honorable président de l'Assemblée nationale et de l'honorable rapporteur adjoint. Fidèle à sa mission et conscient de son poids politique, le réseau des jeunes parlementaires réaffirme son engagement à accompagner avec détermination le prochain président de l'Assemblée nationale qui sera porté par l'Union sacrée. Pour son président, l'honorable Ron Bimwala, le réseau des jeunes parlementaires réunis au Palais du Peuple se positionne comme un acteur clé pour la promotion des réformes et du développement de la République démocratique du Congo. Nous annonçons notre volonté claire de présenter des candidats aux prochaines élections des postes vacants au bureau de l'Assemblée nationale. Et puis, depuis l'ouverture de la session de septembre 2025, les plénières s'enchaînent à la Chambre basse haute du Parlement. Les sénateurs ont examiné et adopté le calendrier des matières de la session ordinaire de septembre 2025. Reportage Janine Kalinga, Julio Piana et bienvenue du Sala. Au cours de sa première séance plénière, présidée par Jean-Michel Samalkonde Kenge, le Sénat a examiné et adopté le calendrier des matières de la session ordinaire de septembre émanant de la conférence des présidents, et cela après les observations de la plénière. 68 sénateurs ont pris part à ces séances inaugurales de la session. 4 sièges restent à pouvoir, 3 membres de la Chambre ayant été nommés au gouvernement et 1 membre décédé. Qui sont pour l'adoption du calendrier de nos travaux pour la session 2025? La majorité est pour, et donc le calendrier des travaux de la session ordinaire de septembre 2025 est adopté. Dans la foulée des interventions, on a noté la reconnaissance de l'honorable Babanga qui a salué la solidarité manifestée à son égard à l'occasion du décès de son épouse et félicité le bureau pour le projet du calendrier présenté. Dans l'épreuve si douloureuse qu'a représenté la disparition brutale de ma tendre épouse, bien-aimée, j'ai trouvé auprès de vous, honorable président, auprès des honorables membres du bureau du Sénat, auprès des collègues sénateurs, auprès des groupes provinciaux et auprès du personnel administratif du Sénat, un appui fraternel et une solidarité qui ont adouci le poids de ma peine. Vos gestes, vos paroles et votre présence à mes côtés ont été pour ma famille et moi-même une lumière au cœur de l'obscurité. Qu'il me soit permis, chers tous, d'élever vers vous l'expression de ma gratitude la plus profonde et de mes remerciements d'estime et de respect. Il a été créé une commission dénommée la commission suivi et évaluation de l'exécution des lois, des résolutions, recommandations et des politiques publiques. Ne serait-il pas possible de constituer une commission mixte, c'est-à-dire l'ECOFIN et la commission suivi et évaluation? Parce que, sémantiquement, pragmatiquement, je ne vois nulle part où vous pouvez écarter la commission suivi et évaluation pour faire ce travail. Au cours de la même plénière, le président Jean-Michel Samalkonde est également revenu sur l'essentiel de l'intervention du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la tribune de la 80e Assemblée générale des Nations unies à New York, aux États-Unis d'Amérique. Samalkonde a réitéré l'engagement ferme de la Chambre haute du Parlement à accompagner la démarche du président de la République par une diplomatie parlementaire efficace. L'actualité se poursuit dans ce journal. Le conseil spécial du chef de l'État en matière d'infrastructure a parcouru les chantiers où s'effectuent les travaux de construction et de réhabilitation. Suivez l'étape de Mbatakouloussou. Le site Mbatakouloussou dans la commune de Lancelé, derrière la piste est de l'aéroport international de Ndjili, devra être démoli afin de laisser plus d'espace pour l'atterrissage sécurisé des aéronefs. Les constructions anarchiques ayant élu domicile, le conseiller spécial du président de la République en matière de sécurité, Eberande Kolongele, à la tête d'une importante délégation de Barbouze, était sur les sites pour voir avec le directeur général par intérim de la régie des voies aériennes, Louis Blaise Londolé, la possibilité de sécuriser ce site et lui épargner ses envahisseurs. Il y avait 32 hectares qui avaient été cédés pour le sinistré. À l'époque, il y a
une partie de ce côté, il y a 150 hectares qui est spolié. Il y a les chefs coutumiers et il y a des sinistrés de l'autre côté. Tout est bien représenté. Nous avons les plans, les rapports que nous avons. Vous me rassurez que ceux qui ont construit ici n'ont aucun titre délivré par les cadastres? Non, on ne fait pas passer les titres. Très bien. La trouée d'envol ne doit connaître aucune entrave afin de prévenir d'éventuels accidents. Le conseil spécial s'est fait tout expliquer depuis les décisions prises dans le passé aux récentes conclusions des services des affaires foncières. S'étant pleinement imprégné de la situation, le conseiller spécial a ensuite présidé la réunion sur place à l'aéroport de Ndjili sur toutes les mesures de sécurité indispensables pour une navigation sûre et sécurisée. Le directeur général par intérim de la RVA, les délégués du ministère des Transports et tous les autres services impliqués ont chacun pris la mesure de l'urgence qui s'impose pour des solutions durables à cette situation. C'était plutôt la ronde qu'a effectué le conseil spécial du chef de l'État en matière de la sécurité, les professeurs et Béronde. Le ministre des Infrastructures et Travaux Publics, John Banza Lunda, a entamé une tournée d'inspection des routes à travers le pays. Hier, jeudi 25 septembre, il a visité les routes concédées Lubumbashi, Kasumbalesa et Kasumbalesa, Mokambo, Sakanya. John Banza est déterminé à accroître leur rentabilité. Suivez. Le ministre des Infrastructures et Travaux Publics, John Banza Lunda, a entamé mercredi 24 septembre une mission d'inspection de routes concédée à travers le pays. Première étape, l'ex-Katanga, où il a visité les axes Lubumbashi-Kasumbalesa et Kasumbalesa-Mokambo-Sakanya, deux tronçons stratégiques pour les trafics routiers et les commerces transfrontaliers. Accompagné du gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazembe, de députés nationaux et du directeur général de la CGT, les ministres a marqué un premier arrêt au poste de péage des Kanyaka, géré par les concessionnaires SGR. Nikonza Unzaou a notamment fait savoir que sous peu, tous les postes de péage seront automatisés. Ici, il a été briefé sur le fonctionnement du poste de péage, un outil clé pour lutter contre la surcharge de véhicules, cause majeure des détériorations des routes. Le système de paiement différencié selon le type de véhicule a également été présenté. Deuxième arrêt, Kasumbalesa village, où les ministres ont pu voir les caméras de surveillance qui enregistrent toutes les opérations sur le site. Il a ensuite poursuivi sa visite sur l'axe Kasumbalesa-Mokambo-Sakanya, concédé à Jaou, où il a découvert un nouveau modèle de portique couplé à un poste de paysage avec un même principe de tarification au passage. Souhaitant plus de transparence et de rentabilité, John Banza Lunda a insisté sur l'automatisation rapide de tous les postes de péage afin d'assurer un meilleur contrôle de recettes. Dernière étape, le port sec de Lukangaba à la frontière zambienne, où les ministres ont visité les installations administratives et les zones de stationnement pour marchandises importées et exportées. Et ici, nous sommes au port sec de Sakanya, où nous sommes témoins des œuvres que réalise son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sortie des terres, cette route n'a jamais existé et je peux vous assurer que c'est l'une des meilleures routes de la République. Et nous sommes devant ce port sec qui est construit il y a juste 2 ans par le président de la République et donc c'est une preuve de grandeur. La mission se poursuivra le vendredi 26 septembre avec l'inspection de routes Lubumbashi-Likasi, Likasi-Borné 32, Likasi-Kambov et Likasi-Kolwezi. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, tient à relever l'économie nationale avec un ministère au service du développement de la République démocratique du Congo, d'où la nécessité de produire un document des politiques et stratégies sectorielles pour servir de boussole. Daniel Mukoko Samba, qui a personnellement lancé les travaux pour l'élaboration du document, a exhorté les participants à faire preuve d'une plus grande implication, nous rapporte Rodé Panda.
S'adressant au cadre supérieur de l'administration et aux experts, à l'occasion du lancement officiel des travaux de l'amélioration du document de politique et stratégie sectorielle du ministère de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, vice-premier ministre de l'économie nationale, a tenu à préciser que le document attendu viendra en appui pour répondre aux 6 engagements du président Félix Tshisekedi. Pour lui, son ministère est directement impliqué sur 3 engagements, dont la lutte contre la vie chère, la relance de la production locale et la formalisation de l'économie informelle. Ces engagements, le chef de l'État n'arrête pas de les rappeler à ses ministres. Mais pour que ces engagements ne soient pas de simples slogans, il faut des résultats. Et les politiques sectorielles, l'exercice dans lequel nous sommes engagés, sont indispensables pour nous permettre d'obtenir des résultats rapides sur des engagements qui touchent le vécu quotidien des populations congolaises. Au nom des partenaires financiers, le directeur résident du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD a salué la vision et le leadership de l'actuel ministre de l'économie qui, grâce à sa détermination, son ministère va franchir une étape importante de la politique économique nationale. Ce qui nous réunit ce matin, c'est le processus de pilotage stratégique qui permettra d'aligner les interventions sur les priorités nationales, de renforcer la régulation des marchés, de promouvoir la concurrence saine et de soutenir surtout la relance de la production intérieure. Pour ces travaux qui vont se dérouler pendant 10 jours, le secrétaire général à l'économie nationale, Célestin Tuité, a rassuré que les résultats viendront répondre à la question sur la capacité du ministère à remplir efficacement ses missions d'un outil étatique au service du développement. Retour aux États-Unis d'Amérique où les corridors de l'Obito est au centre des enjeux à New York. Cette ligne ferroviaire qui vise à relier la Zambie, la RDC et l'Angola a fait l'objet d'un grand débat entre les ministres de ces 3 pays africains, le ministre des Commerces extérieurs de ces 3 pays africains et quelques partenaires techniques et financiers américains. Plus qu'un simple tracé de chemin de fer, les corridors de l'Obito s'impose aujourd'hui comme un véritable moteur de développement en Afrique centrale et aussi australe. Son rôle stratégique a été au centre de ces panels de haut niveau organisés par le Corporate Council on Africa, réunissant décideurs et partenaires autour des enjeux économiques liés à ces projets transfrontaliers. Parmi les intervenants, la voix du ministre congolais du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahonga, a résonné avec force. Pour lui, ces corridors de l'Obito n'est pas un projet isolé, mais une vision intégrée combinant infrastructure, agriculture, énergie et numérisation des compétences. Le ministre a aussi insisté sur le potentiel de ces corridors porteurs d'opportunités nouvelles pour les pays concernés, notamment la RDC, l'Angola et la Zambie, appelés à en faire un véritable levier de croissance régionale. Julien Paluku a lancé un appel aux partenaires techniques et financiers, les invitant à investir dans ces projets structurants qui dessinent, selon lui, une nouvelle route vers la prospérité entre Kinshasa et l'Obito. Si on doit continuellement importer la main-d'œuvre de l'extérieur pour développer ce vaste programme, eh bien, on n'aura pas aidé ces pays. Donc la composante développement des compétences, formation professionnelle, devrait être parmi les composantes essentielles pour que finalement ces projets ou ces programmes de l'Obito soient un programme bénéfique pour l'ensemble de la région. Transformer cette ambition en réalité permettra d'impacter positivement et aussi de transformer des milliers de vies. La maximisation de recettes de la ville-province de Kinshasa, on en parle dans ce journal avec le nouveau chargé de mission de la Direction générale de recettes de Kinshasa. Ces derniers vont en guerre contre les insolvables. Déjà sur le terrain, ces dernières subissent des mesures coercitives. Regardez. Déterminé pour une mobilisation maximale des recettes pour les comptes de la ville de Kinshasa, la capitale, les chargés de mission Gérard Kaja Kamboa, récemment nommé par le gouverneur de la ville Daniel Bumbalubaki, ne dort pas sur ses lauriers et reste debout pour traquer les contribuables insolvables qui refusent de s'acquitter des obligations fiscales. Les huissiers fiscaux, avec mandat de chargé de mission de la DGRK, sont descendus sur le terrain pour fermer les entreprises non en règle avec les paiements d'impôts, taxes, redevances et autres droits relevant de la ville de Kinshasa. American Fresh Food à Kingabwa, la société Shen Shang Esral, qui fabrique des sachets alimentés,
les hôtels tels que l'hôtel New Malebo en Ngaliema, les entreprises de construction à Gombe, notamment Sokeriko et Avar Africa RDC spécialisées dans la publicité, Clé de David, Socam, Imo, Pôle Sud, Tekuko, Old LDC, RD Technologique, toutes ces entreprises ont subi la rigueur de la loi et ont été scellées. L'objectif poursuivi dans cette opération de scellage est de contraindre ces entreprises à cette obligation fiscale et régulariser la situation fiscale auprès de la DGRK, chose bien comprise par quelques entreprises qui ont eu à faire preuve de sérénité, le cas de la biscuiterie Prince et Rawbank. Pour les chargés de mission de la DGRK, Gérard Kaja Kamboa, la rigueur imprimée pour éradiquer l'impunité, fléau de l'incivisme fiscal avec des interférences de pesanteurs politiciens, voilà qui ronge la mobilisation optimale des recettes. De cette manière que la DGRK devrait répondre à la politique du gouvernement provincial de Kinshasa pour l'administration fiscale de la capitale, les contribuables quinois doivent développer la culture fiscale pour contribuer au développement de la ville et la population est appelée à dénoncer tout acte d'incivisme ou sabotage tel que observé à l'usine de fabrication de sachets Shen Shang se trouvant dans la concession Bosse-Kota qui s'est payé le luxe de faire des bris de scellés. Pourtant, un scellage a été exécuté sur cette usine le jeudi dernier. Les micro, petites et moyennes entreprises contribuent inéluctablement au développement d'un pays et jouent un rôle moteur. Face à cette réalité indéniable, le premier vice-président du Sénat encourage l'entrepreneuriat des jeunes. L'innovation et la jeunesse étaient à l'honneur lors de la grande finale du concours Fais briller ton talent organisé par la Fondation Jocal. Près de 500 projets ont été soumis, portés par des jeunes créatifs et engagés. Après une sélection rigoureuse, seuls 3 lauréats ont été récompensés à l'hôtel Rotana devant un public impressionné par leur talent. L'investissement, c'est un pouvoir. Donnons la chance à la jeunesse congolaise et à tous les entrepreneurs de devenir puissants financièrement. Notre économie ne peut pas être détenue par des expatriés. Nous devons avoir des banques congolaises. Nous devons avoir des structures des jeunes congolais. Et nous espérons que ces jeunes que nous avons financés, que demain deviendront des hommes puissants qui vont détenir le destin du pays. Le premier prix d'une valeur de 5 000 $ américains est revenu à Patrick Kachangwe pour une couveuse d'œufs intelligente et connectée, déjà en fonctionnement. Un projet technologique, mais surtout utile pour les zones rurales. Le deuxième prix, 3 000 $ américains, a été attribué à Russell Kaniki grâce à une application mobile professionnelle en service pensée pour faciliter la vie des utilisateurs au quotidien. Enfin, Yedidia Kassedwe a remporté le troisième prix, 1 500 $ américains, avec un projet de transformation agroalimentaire basé sur la production des pâtes d'arachide locales. Mais ce qui a particulièrement marqué cette édition, c'est le message fort du président de la Fondation, José Kalalawa Kalala. Dans une déclaration inspirante, il a encouragé la jeunesse à croire en elle, à persévérer et à oser entreprendre, même dans un contexte difficile. Un message qui résonne comme un appel, celui de croire au potentiel local, d'investir dans les idées d'ici et de donner à cette jeunesse les moyens de ses ambitions. Environnement en prison, la réunion de la Task Force sur les tourbières s'est tenue ce jeudi 25 septembre 2025 à Kinshasa dans le cadre du projet démarré en 2022. Des experts ont démontré la capacité que referment les tourbières dans la lutte contre le changement climatique au bénéfice des populations locales. Reportage signé Mamita Bangoulou et Rodé Panda. Depuis la découverte du plus vaste complexe des tourbières que se partagent la République du Congo et la République démocratique du Congo, plusieurs initiatives ont été menées dans la perspective d'améliorer les connaissances sur cet écosystème dont la capacité de séquestration a été démontrée. Dans la lutte contre les changements climatiques, l'une de ces initiatives est coordonnée par le Programme des Nations Unies pour l'environnement, PNUE, qui a signé avec la République fédérale d'Allemagne, représentée par les ministères fédéraux de l'environnement, de la protection de la nature, de la sécurité nucléaire et de la protection des consommateurs. Depuis 2021, débuté en 2022, ces projets va se poursuivre jusqu'en 2027 avec comme objectif maintenir, grâce à une prise de décision basée sur les preuves et une bonne gouvernance, la biodiversité et les fonctions clés de l'écosystème liées aux réserves de carbone et aux ressources en eau dans les paysages du lac Tumba,
et que les communautés vivant dans ces paysages bénéficient du système de subsistance renforcé. Les deux Congos, la République démocratique du Congo et la République du Congo, abritent la plus grande tourbière tropicale du monde, qui aujourd'hui s'estime au bas mot à 160 000 km². Et des études récentes indiquent que l'emprise de cette tourbière s'étend déjà sur près de 170 000 km². Ces tourbières constituent un véritable capital naturel, à la fois pour nos économies, pour notre sécurité en tant qu'humains, pour la subsistance des communautés locales. En RDC, les résultats des recherches ont contribué à faire progresser les connaissances des tourbières. Notons cependant qu'ils peinent à être utilisés dans le processus de prise de décision du fait, entre autres, de l'absence d'un organe qui centralise les informations pour les mettre à la disposition des décideurs. Et voilà tout pour cette première édition du journal réalisé par Peshomo Bengaya Kassogo et Mamita Bangoulou. La partie technique est assurée par Yannick Yangumba, Georges Ngabisoko, Alain Galia. Les prochains rendez-vous pour l'actualité fixé tout à l'heure à 13h30. Excellente suite des programmes sur RTNC. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir. Malembe, il a laissé déjà cet établissement. Malembe a